d'une migration vers EKS. Donc le disclaimer du projet, donc j'ai pas le droit de révéler tout ou partie du contexte fonctionnel de la société. Du coup, j'ai eu l'autorisation de parler de technique et de l'infra. Toute ressemblance avec des personnes ou des projets existants ou ayant existé est purement fortuite. Et c'est pourquoi j'ai remplacé tous les noms de projets et de personnes par des nuages, parce que j'aime bien les nuages. Et je voulais finir sur le fait que ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Ça, c'est important. Le projet Cumulonimbus. Donc c'est un chouette nuage en forme de chapeau. C'est une équipe qui a 0 DevOps. Ils ont une infra en place, qui est sur AWS. On a une équipe de 7 développeurs, testeurs et PO. Et c'est déjà en production. Donc ça, c'est super cool parce que ça nous met du challenge. Il faut de la disponibilité. Il va falloir faire une migration et une bascule. Donc ça, c'est des projets qu'on aime bien. C'est challengeant. On est sur un projet qui a quand même des utilisateurs actifs tous les jours. Donc en moyenne par jour, on est aux alentours de 700 000 connexions. Et on a un pic de 1,5 million. Ça arrivait une fois sur 2 mois, 3 mois. Donc voilà. Donc du coup, c'est un projet qui est hyper challengeant. Donc on en est. L'infra existante. Nous, on arrive là-dessus, on nous file ça. J'ai volontairement un peu pixelisé l'image pour pas que vous ayez trop d'informations. Mais globalement, les VPC, les subnets, ça se découpe un peu comme ça. C'est assez simple, il y a un code front en entrée, il y a un VPC par environnement, il y a développement, UAT, staging, production, et ça suffisait pas, ils ont rajouté un autre environnement, la PIC. Donc les mecs sont quasiment à un environnement par développeur. À ce niveau-là, il y en a un peu beaucoup, on va pouvoir un peu travailler là-dessus. Mais globalement, c'est ce qu'on fait plutôt bien. C'est-à-dire que les subnets, ils sont assez larges pour avoir assez d'IP disponibles. Il y a une partie privée, une partie publique. Il y a des microservices dans chacun qui ont leurs propres fonctions. Et il y a une partie pour la base de données, etc. L'infra est plutôt cohérente. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que on peut s'appuyer dessus pour gagner du temps en fait. Et on n'a pas besoin de tout retravailler. Du coup, en ce qui concerne la CI, on se retrouve à avoir quelque chose de très simple, des tests, un build, un push, et du semver derrière. Donc ça, il y a 2 bonnes nouvelles là-dedans. La première, c'est que ça utilise du Docker. Donc ça va carrément nous aider. Et deuxièmement, ils font du semver, ce qui est pas trop mal. Donc semver, je pense que ça parle un peu à tout le monde. Major, mineur, fixe. C'est des standards. Et s'ils les respectent, du coup, ça nous facilite un peu la vie au quotidien. L'infra existante en CD du coup. Alors là en CD c'est un autre délire. Les mecs, ils ont mis de l'Ansible qui démarre une instance EC2, donc qui démarre une machine, ça va rappeler des choses à des gens de la salle. Installation des requirements directement sur les machines. Donc ça veut dire installation de Docker, etc. Il pool l'image Docker, et après il crée une AMI. Donc une AMI c'est une sorte de gros snapshot, c'est un backup du truc. Et donc du coup, ça génère un ID, et l'ID, ils le mettent à jour dans Launch Template. Donc le Launch Template, il va jouer avec ses ASG, et puis il va faire du rolling update. C'est-à-dire qu'il va démarrer une nouvelle machine, il va détruire l'ancienne, etc., etc. Donc chaque microservice a plusieurs machines, instance EC2, sur lesquelles il y a une image Docker qui tourne, et il y a à peu près une dizaine de microservices. Donc on est sur une vingtaine de machines au minimum, parce qu'il faut au moins 2 machines. Si on en perd une, il y a la deuxième qui prend le relais. C'est clair pour tout le monde, il y a personne qui est perdu, ASG et tout ça, c'est bon. Vous connaissez les termes. Et donc du coup, ça a supprimé l'ancienne machine et ça part en prod, et c'est OK. Donc le temps de déploiement par service est de 40 minutes. Donc c'est énorme, donc là il y a un temps qui est monstrueusement perdu, et à jamais, parce que des développeurs ça coûte cher, et qu'ils attendent 40 minutes pour voir leur modification partir en staging ou en prod, c'est juste complètement énorme. Les coûts AWS. On est sur une infra, donc là on est toujours sur l'infra existante. Au mois de janvier 2023, on était sur un coût de 3038 $. Voilà. Donc c'est beaucoup, c'est pas assez, ça dépend.
En tout cas, nous, on a détecté que c'est améliorable. Voilà. La solution proposée. On a proposé un mélange de EKS et d'Argo CD. Alors pourquoi? Premièrement, le souhait du client, c'était de rester sur AWS. Donc ça, il n'y a pas de débat, on reste sur AWS, on a déjà une infra cohérente, c'est justifié, il n'y a pas de souci. À partir de là, on a plusieurs possibilités de services à mettre en place. Et le client nous dit, moi je voudrais scaler rapidement, et on lui parle un peu de cube, on lui parle un peu des fonctionnalités, et il dit, ah c'est super cool, il y a plein de choses qu'on peut faire. Du coup, c'est une vraie Ferrari qu'on a sur le capot. Est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas? C'est quand même cool de l'avoir à portée de main. Et après, il nous dit, en fait, il y a une autre partie des autres projets qui sont sur Azure. Du coup, peut-être que dans 6 mois, 1 an, on va devoir migrer sur Azure. Donc là, grosse problématique en face, c'est que du coup, il faut être cloud agnostique. Parce que c'est quand même plus simple de réécrire juste un cube de EKS vers AKS que de réécrire toute l'utilisation des services, CloudWatch, ECS, du Fargate, du machin. Il va falloir tout réécrire de l'autre côté. Et ça peut être compliqué. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, nous, on va te faire une coquille qui est assez transportable, et puis après, tout le reste ne changera pas, que ce soit un cube sur AKS ou sur EKS, ça ne va pas changer ta vie. Et on va passer 2 environnements, enfin 2 clusters, du coup, un prod, un pré-prod, enfin un non-prod, staging. Et donc du coup, après derrière, si tu veux te créer tes environnements UAT, development, si tu veux te créer un namespace par développeur, tu fais ce que tu veux, mais au moins tu le fais sur le cluster de non-prod. On ne se retrouve pas à avoir 200 VPC, 2000 IP prises pour rien, ça sert à rien. Pourquoi Argo CD? Parce que Argo CD, déjà, il a une GUI. Et en fait, ça, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si tout le monde connaît Argo CD, mais en fait, ça ressemble à peu près à ça. Pour vous faire une petite présentation, ceux qui ne connaissent pas. Là, on est sur le cluster de démo de la boîte, de ma société. Donc, du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a une application. Une application, c'est un microservice et un repository Git, là, dans notre cas. L'idée... En fait, ce qui est sympa, c'est que du coup, un cluster cube, c'est quand même hyper bizarre à comprendre pour un néophyte qui se sent obligé de faire des kubectl de partout pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Et là, on a une guirlande de Noël. Là, on a un truc qui clignote. On a un truc qui peut devenir rouge quand ça va pas. Là, on voit, il y a la notion de dégradé. On peut arrêter des choses. Et puis, il y a 2-3 trucs qui peuvent se faire à la cliquette. Et ça, c'est plutôt cool. Notamment dans les trucs qui peuvent se faire à la cliquette, c'est quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir un petit peu tous les objets cubes qui ont été créés, du coup. Donc ça rassure le client. Et puis un autre truc qui est cool, c'est que quand vous allez dessus, vous avez des logs, vous avez même le terminal où vous pouvez rentrer des commandes. Donc ça c'est super cool. Il y a un autre truc qui est bien, c'est qu'on a en fait l'historique et le rollback. Donc en fait, on est capable, avec un bouton, de faire rollback. Et là, en quelques minutes, on a rollback, un microservice qu'on a déployé, qui est tout pourri et qui met le bazar. Parce que oui, le temps de build est donc de 40 minutes, mais le rollback, en cas de problème, si on déploie un microservice tout pourri, il est de 20 minutes à peu près, de le temps de faire rolling update de toutes les machines. C'est juste énorme, et on ne peut pas avoir la plateforme qui est down si le service en question plante la plateforme. On ne peut pas avoir un service down pendant 20 minutes, quoi. C'est beaucoup trop, surtout quand on est déjà en Docker, quoi. Ça est censé skiller et se recréer facilement une image Docker. Donc voilà, ça c'est assez cool. Et ça plaît pas mal d'avoir une petite interface. Pour revenir à nos moutons. Donc du coup, pourquoi Argo CD c'est chouette? Parce que ça a une GUI, le client il peut aimer ça. Parce qu'on aime les guirlandes de Noël, parce que ça fait plein de petits trucs partout. On peut avoir des services down, ça se voit tout de suite quand on a un service qui est pété. Dès qu'on a un élément dégradé, ça se voit tout de suite. Donc ça peut plaire, surtout à une équipe qui n'a pas de DevOps chez eux. Le rollback sur un bouton, ça plaît beaucoup aux clients. Il y a un souci, on voit le truc a pété, on clique dessus, on revient en arrière, et puis on est tranquille.
Bon, le monitoring, c'est vraiment entre guillemets, parce que le monitoring de Argo CD, c'est voir le CPU et, et le petit la mémoire d'un node. Ça ressemble à peu près à ça, quoi. Quand on clique dessus, je crois que c'est cette vue-là, voilà. Donc en termes de monitoring, ça va pas très très loin. Donc c'est vraiment prendre avec des guillemets. Il y a une autre vue qui est assez cool, qui permet de voir le flux de réseau, comment ça se passe. Et ça c'est cool, surtout quand vous avez de la complexité comme là. Bah, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, quand je disais guirlande de Noël, c'est pas une blague, hein, ça fait vraiment des trucs de toutes les couleurs. Et donc ça c'est sympa. On peut le faire en YAC, c'est une bonne nouvelle. Du coup, nous, on est chaud. Dans une petite équipe, le GitOps, c'est une pépite. En fait, le GitOps, je ne sais pas si tout le monde est clair avec la notion de GitOps. L'idée, c'est que Git, c'est lui qui gère l'opérationnel. C'est lui qui détient l'arbre de vérité. Donc en fait, si demain, vous voulez faire un Helm rollback, vous ne faites pas un Helm rollback. Vous faites un Git revert. Et c'est Git qui va faire un revert, du coup il va revenir en arrière sur la version que vous avez renseignée. Et donc du coup quand vous allez faire un push, eh bien, il va se mettre à jour. Et donc le cluster va se synchroniser avec le repository Git. L'avantage c'est que ça vous permet d'avoir ce genre de vue. Argo CD est capable de vous dire hop 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 attention, là je suis out of sync. Donc du coup j'ai plus du tout, je suis plus en corrélation avec le repository Git. Et ça peut arriver plein de fois. Enfin, s'il y a un problème en prod, on sait qu'un dev ou un DevOps, il passe, il arrive, il change une annotation, il augmente le nombre de réplicas, il modifie 2-3 clés. Et bah, du coup, s'il oublie de le reporter dans le code qui décrit le comportement du cluster, et bah, du coup, c'est de l'information qui est perdue. Et ça, c'est assez dommage. Et Argo, pour ça, il est assez cool. C'est-à-dire qu'il est capable d'afficher un diff. Donc, il est capable de dire ah, mais moi, j'ai un diff là-dessus, on a changé le nombre de réplicas, on l'a augmenté par exemple, et il affiche la différence du nombre de réplicas. Et donc, on est capable, du coup, de reporter les diffs directement dans le repository Git. On fait un git commit, un git push, et ça se resynchronise, et on voit qu'on a la même chose entre notre arbre et notre arbre Git et notre cluster. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc GitOps, ça leur a bien plu la façon de fonctionner, de se dire ok, ben, au moins on a un historique, on sait qu'en fait on a confiance en Git, parce qu'on a confiance en Git dans tout ça en arbre d'historique. Donc du coup, ça plaît bien de suivre l'idée que c'est Git qui décrit tout ça, et ça nous permet de voir, de voir un suivi d'actions qui ont été faites. Du coup, la solution envisagée que nous on a proposée, on a dit bah, la CI, nous on n'a rien à changer de spécialement dans votre CI. Donc le seul truc qu'on va vous faire ajouter, c'est un tag, parce que sur production, c'est intéressant de faire du cas par cas, mais sur staging, bah, on a envie de déployer en direct live, on n'a pas envie que les développeurs les embêter à faire des git commits. Donc on leur a dit, bah, vous rajoutez un tag, vous l'appelez comme vous voulez, ils ont choisi development, c'est leur choix, ça me va. Et donc du coup, nous, on va suivre ce tag-là. Argo CD, il a un petit programme qui s'appelle Image Updater qui permet de le faire. Donc du coup, sur la CD de staging, c'est ce qu'on a fait. On a mis Argo CD avec Image Updater, qui est un petit programme qui permet de suivre un repo OCR. Il est capable de suivre un tag et de voir si jamais le hash qui référence l'image Docker a changé. Du coup, il est capable de dire, bon bah voilà, le hash a changé, du coup je mets à jour le microservice, ou je fais rien. Ça, il fait ça c'est une boucle qui fait toutes les 2 minutes. La CD de production, par contre, on fait un peu plus gaffe et on préfère un commit manuel. Donc l'idée, c'est de se dire, bon bah voilà, maintenant qu'on est ready, on va intégrer le numéro de version SEMVer qu'on a créé, donc la 2.1.2 de chaque microservice dans nos applications Argo. Et on va pusher ça, et au moment où on push, Argo CD se met à jour et déploie les nouvelles versions. Si on veut revenir en arrière, soit on utilise Argo CD avec le rollback, soit on fait un git revert. Donc, voilà. Mise en place via EKSCTL. Donc, mise en place le EKSCTL, bah, c'est assez simple. On a un cluster cube en fait en 111 lignes. Nous, on peut faire moins, mais ça représente à peu près ça. Pour vous donner l'idée, voilà, il y a un cluster config dans lequel on met nos VPC, nos subnets, les identities qui sont censées se connecter à ce cluster en kubectl. Et après, on autorise external DNS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un module qui permet d'intervenir sur Route 53 et de faire les modifications directement sur Route 53. Donc on lui donne les droits. On lui donne les droits aussi à S3 si on a besoin, etc.
Et donc après, on a le Manage Node Groups, et c'est le dernier élément. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet donc déjà de déclarer deux types de node groups. Donc il y en a un public, un autre qui est privé. Donc dessus, sur tout le public, il y aura les microservices publics, sur le privé, évidemment, les microservices publics, privés. Et donc du coup, on a, là, on peut lui dire, bah, tu utilises des spots, donc ça c'est cool, on gagne de l'argent, enfin on évite d'en dépenser plutôt. Les instances type, et ben en fait c'est hyper simple à mettre à jour. Donc il n'y a pas besoin d'être un DevOps dans l'âme pour mettre à jour un tableau dans un fichier YAML. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a un cluster extrêmement rapidement, plutôt qu'utiliser autre chose comme du KOps ou l'installer nous-mêmes. On a quelque chose de très rapide et de très simple à utiliser pour le client. Après, quand on lui laisse le code, et ben, en fait, il peut faire une mise à jour très simplement si par exemple il veut passer au T4 parce qu'elles sont moins chères ou changer de type de machine au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc en 4 clés de conf, on se retrouve à avoir un cube managé. C'est un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où on ne s'embête pas à manager nous-mêmes un cube, mais on a quand même toute la puissance de cube derrière. Et il y a AKSCTL, du coup, qui est aussi normalement disponible, mais je crois qu'il n'y a pas eu de commit depuis un bon petit moment. Mais ils avaient fait un peu la même chose avec un fichier YAML pour pouvoir déployer simplement chez AKS, du coup. Donc voilà, donc bref, j'ai repris un screen pour vous montrer que c'était facile à modifier. C'est quelque chose qui était assez simple pour le client à comprendre, à modifier. Donc la mise en place d'Argo CD, bon, bah, ça s'écrit en YAC, c'était une bonne chose. Nous, ça nous permet d'éviter d'être vendeur lock-in, hein, donc ça nous permet de pousser ça dans un repo chez le client directement. La configuration, par contre, fait 11 000 lignes en YAC, donc c'est pas ouf. Mais on a l'avantage que c'est pas nous qui écrivons. Du coup, on va la récupérer depuis les repositories officiels de Argo CD. Et si demain on fait une mise à jour, on récupère, on apply et on pousse, et Argo CD va se mettre à jour comme un grand. Il y a aussi une charte Helm disponible qui existe. Nous, on a utilisé le YAC parce qu'on voulait externaliser 2-3 éléments qui nous intéressaient par rapport aux problématiques business. Donc voilà. Bon, bah, Argo CD, assez simple à configurer, un certificat, le nom de host. De quoi? 11 000 lignes. Non, mais le 11 000 lignes, si tu veux, t'as rien à faire normalement. Si tu veux, à quoi ça ressemble, c'est le main là qui est là. Tu récupères ça, quoi. Voilà. Il y a juste à l'appliquer. Et puis après, sinon, l'ingress, on l'a sorti, et donc du coup, on a modifié juste ce qu'on voulait dedans. Donc ce qui est, nous on a sorti ce qui nous intéressait, et on a écrasé la conf officielle. Mais donc du coup, la conf officielle, tu la récupères, tu l'appliques dans le main.yaml, et après, normalement, tu n'as rien à faire. Sinon, si tout va bien, tu peux utiliser sinon la charte Helm, mais voilà. Du coup, bon, j'ai mis un petit bout de la conf de l'image updater, parce que on voit que c'est assez facile à gérer. On lui file le repository ECR, on nomme son service, on se met en stratégie digest, et en fait, toutes les 2 minutes, il va venir, il va passer, il va faire un pull, il va regarder, il dire « Ah, il y a un changement, cool, je me mets à jour, sinon je ne fais rien ». Et là, on voit qu'en fait, on peut faire, ça c'est du M classique, hein, mais donc du coup, on peut utiliser des valeurs communes à tous les microservices, et puis après, rajouter une ligne pour notre conf d'un microservice spécifique. Parce que du coup, je ne sais pas si je vais montrer l'arborescence, mais ça ressemble un petit peu à un truc comme ça, où on a en fait toute notre charte qui va te servir pour l'ensemble du web app. Dedans, c'est il y a évidemment du GoTemplate. On a la configuration de notre staging avec nos applications qu'on a vues tout à l'heure. C'était les petits éléments qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil, c'est fait en YAC. Donc l'avantage, c'est que voilà, si demain il faut le mettre à jour, il faut changer quelque chose, il faut rajouter un microservice, ça se fait sur Git, et donc il n'y a plus qu'à committer. Et puis là, on a les valeurs common, etc., qui viennent s'écraser entre elles pour configurer tous nos microservices. Tac, tac. Déploiement en production, du coup, comment c'est passé? Il n'y a pas nécessité de faire du canary, dans le sens où il n'y a pas besoin d'envoyer 5% des utilisateurs à droite, puis garder le reste pour essayer, pour vérifier que ça marche. On ne bossait pas dans un hôpital. Dans un hôpital, il aurait fallu le faire pour éviter un maximum de downtime. Donc là, on teste sur un DNS temporaire. Donc, genre par exemple API-test.donoyau ou
dns.cumulonimbus.com. On a les deux anciennes infra qui tournent en même temps. Évidemment. Donc du coup, on fait une prévention aussi sur l'application. Donc on met attention, une petite mise à jour aura lieu. Vous allez peut-être être un peu perturbé. On sélectionne un moment avec peu d'utilisateurs. Et là, en fait, on change le DNS dans l'ingress, où on dit, le DNS correct, c'est plus api-test.cumulonimbus.com, c'est api.cumulonimbus.com. Alors là, à votre avis, est-ce que ça marche, on fait ça? Il manque un truc. Et en fait, il manque une entrée TXT dans route 53. Pourquoi? Parce que external DNS, il ne va pas modifier lui-même, il ne va pas se permettre de modifier un DNS déjà existant s'il n'est pas owner. Donc ça, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça mettrait un sacré bazar. Du coup, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il nous permet juste, lors de mettre un petit TXT où on dit, le owner, c'est external DNS, et donc du coup, on cible la ressource, c'est l'ingress, le namespace, mon service. Et donc du coup, donc external DNS va voir ça, et va se mettre à jour automatiquement. Donc la redirection, c'est pas nous qui la faisons, pas un humain, c'est la machine. Donc ça c'est cool, ça nous rassure. Et c'est très facile à revenir en arrière si jamais il faut écraser, il faut supprimer cette entrée TXT et réécrire le bon DNS de l'autre côté. Donc ça voilà, ça c'est top. Les problèmes qu'on a rencontrés. Donc il y a un problème de readiness get. Ça c'était... alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait un pod qui venait juste d'être créé. Donc sur notre node, tout va bien. Cube, il dit, il est ready, c'est trop cool. Sauf que nous, quand on le contacte, on a des 503. Donc du coup, on se dit, ah mince, qu'est-ce qui va se passer? On cherche, donc ça dure 10 secondes le truc, 503, mais c'est un peu énervant. Et puisqu'on souhaite maîtriser notre infrastructure jusqu'au bout, on aimerait quand même comprendre pourquoi il y a ces 10 premières secondes qui sont un peu compliquées. Et en fait, on s'est rendu compte que pour AWS, il n'était pas encore LC, ce pod. Donc pour la LB, il n'avait pas le L-check qui était LC. Donc du coup, il refusait de rentrer en connexion. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pu rajouter dans le contrôleur, grâce au contrôleur, on peut rajouter un label directement dans le namespace. Donc on rajoute dans le namespace le label, ça permet à tous les pods qui vont popper dans ce namespace-là d'hériter de cette configuration-là. Et donc du coup, ce qui est cool, c'est que quand on récupère donc le target LC, quand on récupère pour un pod, on se retrouve à avoir une condition qui nous dit, attends, pour considérer un pod up, tu dois attendre que lb.initial health checking égale à true. Et donc du coup, on se retrouve à avoir une validation comme quoi le pod est ready, de deux côtés, une par cube et une autre par une autre condition, par AWS. Et donc c'est cool, on n'envoie pas de trafic tant qu'on n'a pas les deux validations des deux côtés, et on récupère des 200, on n'a plus de 500. Donc on est content. Autre problème, le descheduler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voient un peu, qui l'ont déjà eu. On va faciliter un peu l'infra. Donc là, on a Kubernetes qui tourne avec deux nodes. Ok, c'est très simplifié, mais voilà. Il y a un pod il y a un seul service qui s'appelle Book, qui a deux pods. Du coup, on lui a mis un réplica du nombre de deux. Donc tout se passe bien. L'ALB, il est content, il arrive à discuter avec ses pods. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que là, vu qu'on utilise cette instance spot, on l'a vu tout à l'heure, on a un node qui se fait reclaim. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on perd l'accès à notre pod, mais c'est pas grave, on s'en fiche, parce qu'on a toujours un pod qui up. Donc ça pose pas de problème. Du coup, le temps que le nœud il est en train de se recréer derrière, et Cube, il veut redémarrer le deuxième pod. Donc du coup, il démarre là où il y a de la place. Donc c'est où qu'il y a de la place? C'est sur le node d'à côté. Donc là, on se retrouve à quoi? On se retrouve à avoir un node qui a les deux pods, et un node qui a plus rien. Donc là, tu te dis, bon, c'est pas grave, le service il tourne quand même. Sauf que, je vous donne en mille, le node il se fait reclaim. Du coup là, d'un seul coup, on perd tous nos pods de notre microservice. Un peu problématique, parce que là, ça demande un certain nombre de... Le temps dépend en fait du démarrage des images Docker. Et là, qu'est-ce qu'il fait?
il démarre un nouveau node, il déplace les deux pods sur le node qui était allumé du coup, qui était vide, et donc du coup on se retrouve avec la même configuration avant, mais de l'autre côté. Donc du coup dans le cas où lui il va se faire reclaim, bah, on se retrouvait dans le même cas. Donc tous les X temps, on avait vu qu'on était aux alentours de 20 minutes sur certaines types d'instances pour se faire reclaim. Donc du coup toutes les 20 minutes on avait quelques minutes d'indisponibilité en moyenne. Un peu problématique. Du coup, on s'est renseigné et on a installé un bot qui s'appelle Descheduler. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ici. Pas trop. Descheduler, il permet en fait, c'est un bot qui tourne non-stop sur Cube. Et en fait, il va lire les configurations qu'on a mis en place. Donc on a mis en place deux configurations sur les nodes Affinity et les pods anti-Affinity. Le node Affinity, on a dit évidemment qu'on ne veut pas qu'un pod privé se retrouve sur les nœuds publics, on ne veut pas qu'un pod public se retrouve sur un nœud privé. Donc on lui a mis une petite règle. Et après un pod anti-Affinity, on a mis en fait une topologie qui dit, bah en fait il y a deux choses. La première c'est le prefer, donc on a dit on essaye au maximum de le faire. Si on peut pas résoudre, si on veut pas la résoudre, bah tant pis, on l'oublie. Mais par contre on essaie de l'appliquer cette règle. Donc cette règle elle dit que je veux au moins un minimum un pod par topologie qui est hostname. Donc du coup c'est par node. On veut au moins un pod par node. Évidemment, on a fait un check sur le fait que ça soit internet facing ou pas, donc si c'est public ou si c'est privé. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, Descheduler, au moment où le node il est arrivé, Descheduler il dit mais attends, il y a un problème. Moi j'ai deux nodes qui sont là, et je peux pas, j'accepte pas qu'il y ait deux nodes de chaque côté. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un node qui n'ait pas de pod. Donc du coup, il va détruire volontairement un pod pour le recréer après. Parce qu'en fait, l'événement, dans ce cas, donc on se retrouve un peu dans ce cas-là, l'événement du nouveau node ne permet pas à Cube de respreader ses pods, parce que les pods sont déjà créés, donc du coup le pod anti-affinity est déjà appliqué, donc du coup le fait qu'un nouveau node est dispo, Cube ne refait pas son spread. Par contre, si on kill le pod, bah, Cube va refaire son spread tranquillement parce que lui, il dit bah non, voilà, moi je voudrais au moins un pod par node. C'est le comportement de base de Cube. Mais le fait que le nouveau node venait d'arriver, eh ben, le spread n'a pas été fait. Du coup, il faut que Descheduler passe derrière et kill le pod pour respreader au maximum un pod par node au minimum. Donc là, si on cible, par exemple, si on fait 3 réplicas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en créer un là, et puis le deuxième, il va le mettre soit à droite, soit à gauche, peu importe. La règle du preferred ne sera pas appliquée parce qu'il y aura plus d'un node, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il y aura au moins un pod par node. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et donc du coup, on permet de rester up quoi qu'il arrive. Concernant les réductions de coûts, donc on était à 3038 € avant, avant qu'on intervienne, donc en janvier 2023. Et après, quand on est passé à 1445 € par mois. Donc on a fait un gain de plus de 1500 €, ce qui représente à l'année un bon coup, et ce qui représente 52% de réduction. Donc en fait, on est passé vraiment le fait de ramener Cube et de optimiser au maximum le CPU et la mémoire entre les différentes machines, et ben ça a évité en même temps d'avoir une instance EC2 par image Docker, ce qui était hyper un peu abusé, on va dire. Ça consomme beaucoup de ressources pour pas grand chose. Et donc voilà, donc on a une bonne réduction là-dessus. Et surtout, un autre aspect où on a fait une réduction de coût qui est difficilement calculable, c'est le temps de déploiement par service. Parce qu'il mettait 40 minutes pour déployer un service. Donc dès qu'un dev faisait une mise à jour, dès qu'il faisait un truc, il y avait 40 minutes d'attente. La PO, elle demande, elle dit ouais, machin, tu peux mettre le bouton rouge au lieu du bouton bleu, attendre 40 minutes pour ça, franchement, ça en fout quoi. Et là, on est passé à 5 minutes. Donc temps de build, 3 minutes. Temps de déploiement, bah, en fait, c'est 2 minutes parce que Argo CD, il met 2 minutes à chercher son image et à se mettre à jour. Et donc, c'est le temps de moyen qu'on a calculé. Mais en moyenne, le déploiement d'un service était entre 30 secondes et 1 minute. Donc, du coup, voilà. Du coup, on a pris à peu près 5 minutes. Mais on est aux alentours de 4. En fait, on a plein d'autres idées pour améliorer ça. Donc, nous, on pense qu'on peut encore grappiller 500, on pense à peu près 500 $ par mois. Voilà, donc on est en train de voir avec le client pour les mettre en place.
Une petite astuce pour la fin, un petit truc que nous on a vu, et donc on a fait un petit bot qui récupère les instances, les prix des instances à l'instant T. Et en fait, on remarque que une même instance, en fonction des régions, on peut avoir un prix qui est divisé par 2, voire 3 des fois. Et donc en fait, ça peut être intéressant, businessment parlant, écologiquement parlant, c'est pas ouf, parce que si c'est pas cher, c'est sûrement que l'électricité a été produite par des trucs dont on ne veut pas savoir. Mais par contre, d'un point de vue, pricing, si on a un gros calcul à faire, il peut être peut-être intéressant de déporter le calcul à un endroit un peu moins cher, quitte à se prendre un peu de temps de latence, mais au moins à réduire le coût si jamais il y a une machine qui consomme beaucoup de temps et beaucoup de calculs. Donc ça, c'est problématique business, donc ça demande d'analyser le business, voir si c'est possible, voir si c'est utile, et voir si le gain est là. Conclusion, une image vaut 1000 mots, d'après Confucius, c'est pas moi qui l'ai dit. La mienne, elle fait que 79, mais voilà, c'était un message de notre client qui nous a dit, qui nous remercie énormément et que ça s'est très bien passé, donc c'est une success story pour nous, donc on est fiers de ça. Voilà, autant avant, pendant ou après la migration. Avant de conclure, je voudrais remercier Hugo Martin qui est dans la salle tout au fond, voilà, qui est là. Et je voudrais s'il vous plaît qu'on l'applaudisse parce qu'il a fait du très bon travail sur ce projet-là. Donc bravo. Pour finir, moi je suis passionné de vulgarisation. Donc en fait, on a une chaîne YouTube où on vulgarise la tech, voilà, où on parle de plein de sujets, qu'on vulgarise, il y a plein de trucs cool. Donc ça s'appelle Do Now, comme le nom de la société, assez simple. Et on a un podcast en tête à tech. Et on cherche aussi des gens pour faire de nouveaux podcasts. Et en fait, pendant le podcast, on discute de challenges techniques intéressants. C'est un passage aussi pour faire de la pub. Typiquement, le dernier qu'on a fait, c'était un gestionnaire de password. Voilà, donc du coup, il nous a parlé un peu de ses challenges techniques. Il a fait un gestionnaire de password open source. Et donc du coup, voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour passer au podcast et parler un peu de leur projet et de leur challenge technique au passage, ça fait faire un peu de pub à la société et à ce qu'elle fait. Voilà, et je crois que c'est tout. J'ai fini. Parce que si vous avez des questions. Ouais. Je connais pas bien Route 53, j'ai pas trop compris le principe du record TXT, mais il n'y a pas une problématique de TTL, de cache sur la migration. Ça va être, de toute façon, il va falloir le temps qu'ils se mettent à jour, ça c'est sûr, ouais, va falloir attendre. Nous, quand on l'a fait, on a dû attendre que tout se mette à jour, etc. Mais ça, c'est vrai quoi qu'on fasse, quoi. On ne peut pas se battre contre ça. Il faut le réduire la veille. C'est sûr que si vous avez mis un TTL énorme, du coup, il faut le réduire la veille pour arriver le lendemain et faire la migration. Donc, on réduit le TTL au minimum pour éviter de perdre du temps. Mais ça, on est obligé de mettre quand même un TTL minimum, quoi. On peut pas. 60 secondes côté cloud, plutôt conseillé. Ouais. Ouais. Merci pour la présentation. Au début, quand tu as présenté ton entreprise, tu as parlé d'observabilité qui était importante pour vous. Ouais. Du coup, vous avez mis quoi en place pour vous assurer que votre cluster et l'application tournent correctement? Alors, nous, on aime bien Grafana, Prometheus à mettre en place. Chez ce client-là, je vais pas te mentir, il l'a pas acheté. Donc je lui ai proposé, mais il a dit ça fait trop cher pour nous. Du coup, on vire ça. Je lui ai dit t'es sûr de ton coup? Il m'a dit oui. Je lui ai dit peut-être ils vont me rappeler. Je pense quand ils auront plus de budget, quoi. C'est toujours une problématique. Si, il a Argo CD, il a le CPU. Donc voilà. Voilà, il a le minimum avec CloudWatch, en effet, il se connecte sur l'instance AWS, il peut cliquer sur ces trucs, voilà. Mais en effet, nous, si on lui proposait quelque chose, vu que de toute façon le but c'était d'être cloud agnostique, on leur aurait proposé du Grafana avec du Prometheus derrière, quelque chose comme ça. À discuter avec le client s'il avait une autre préférence, après on peut s'adapter, mais voilà, ce client-là on n'a pas installé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Balancer contrôleur avec un AIV derrière ou... Exactement.
C'est vrai que je l'ai mis que dans les slides, la LB, mais c'était un peu clair dans ma tête. Je l'ai mis ici, ouais, voilà, en disant qu'il y avait la LB, mais ouais, en effet, on a utilisé. Il y a un ALB par service. Non, il y a un LB qui gère tous les services. Voilà. Pour réduire les coûts aussi au passage, c'est d'autant mieux. Voilà. Une question justement sur les podbooks, là ils tournent sur 2 instances pod, du coup. Ouais. Et les deux peuvent se faire reclaim en même temps. Alors normalement, on a mis plusieurs types d'instances pour éviter ça. Typiquement, souvent, ils réclament. En fait, il y a souvent quand il y a de la demande, il y a du on-demand en masse, et ben il y a un type d'instance qui se retrouve surchargé. Donc du coup, il en réclame plein en même temps. Donc l'idée, ce qu'on avait mis dans la configuration des Manage Node Groups, c'était plusieurs instances types pour pallier à ce problème-là. Alors, je sais pas si je vais remonter assez. Hop, ça va être là, ici, ouais. Ici, voilà, on a mis des small, des medium, des 3A, voilà, histoire d'essayer d'éviter ce cas-là. Parce qu'en effet, après, là, j'ai simplifié l'architecture. Ces deux problèmes-là, en fait, le readiness gate et les problèmes des schedulers, c'est des choses qui peuvent arriver plus facilement sur des petites infras. Sur des énormes infras, c'est possible que ça arrive, mais en fait, vous allez choper quoi, 3-4 erreurs 500, et puis après, ça va être réglé. Et en fait, vous allez me dire, bon, bah, c'est pas grave, juste pour 3-4 erreurs 500, je vais pas passer du temps à chercher pourquoi c'est arrivé. Nous, vu que c'était une toute petite infra, enfin, il y avait un peu moins d'une dizaine de machines, en tout, global, privé, public, et ben en fait, on voyait ce problème-là arriver de temps en temps. Et donc, du coup, on a vraiment eu ce problème. Mais sinon, sur des plus grosses infras, on le voit un peu moins. Il ne faut pas avoir peur des spots. Ils envoient un événement à Cube comme quoi Ouais. tu vas te faire sortir la VM, donc tu as 5 minutes pour sortir, mais il faut plugger plein de choses à côté, c'est pas natif. C'est ça, C'est not termination d'abord pour les pluggers. c'est vrai, exact. Autre question, du coup, pour le scale, vous avez cluster autoscaler ou Carpenter sur le cluster? Un cluster autoscaler. Vous avez réglé comment le problème des tags avec les ASG qui sont créés par les notebooks? Parce que j'ai eu le souci, je ne peux plus récupérer les labels. J'ai dû aller taguer en plus mes autoscaling groups créés par les notebooks. On les a. Nous, on n'a pas eu ce. Vous n'avez peut-être pas de note selector non? On n'a pas utilisé notre sélecteur là pour là, donc je pense qu'on n'a pas eu ce souci-là. Ouais. Pour la partie gate, là, le souci que tu as eu. Readiness gate, ouais. Ouais, readiness gate. C'est qui fait l'interprétation de la condition que tu as mis en place? Je n'ai pas compris. Qui c'est qui allait checker en fait qui faisait redescendre C'est le contrôleur du load balancer, AWS load balancer, qui. C'est lui qui lit la notation, ouais. qui C'est ça. Et donc du coup, dès qu'on la met dans le namespace, il fait l'écriture directement, automatiquement. C'est dans la conf, c'est écrit en gros, en large, ça arrive dans les plus petits clusters. Voilà. Sur ce point-là, moi j'ai pas compris justement pourquoi la LB il voyait pas les pods ready. Parce qu'en fait, Cube là, en fait, si tu veux, Cube il le détecte parce qu'il sait que le pod il est up et il le voit, en fait le master le voit très rapidement, alors que lui il a besoin d'envoyer une requête et qu'il te réponde pour avoir le check. Et donc là, il y a quelques secondes d'écart en fait entre ce temps-là. Cube il est au courant bien avant la LB et donc du coup il dit go au trafic direct lui automatiquement. Et la LB, lui, il n'a pas encore eu le temps de faire son premier check, tu vois, sa première vérification. Donc il le considère done, il n'existe pas pour la LB. En fait, vous avez eu ce problème pendant 10 secondes et après vous avez investigué sur le pourquoi. C'est ça, en fait, on a vu que des fois on avait 500, alors 10 secondes, j'ai dit 10 secondes, mais je me souviens plus exactement du nombre de secondes, mais on voyait qu'au tout début, dès qu'un pod arrivait, on avait des erreurs 500, pas en masse, mais on en avait quelques-unes, quoi. Et donc du coup... Des requêtes s'il ne connaît pas le pod. De quoi ? En fait, on essayait de contacter le pod, et en fait, on se prenait directement des 503 par la LB, en fait. La LB, il est au courant qu'il y a des pods de chaque pod. C'est ça. C'est la mémoire du pod en écart avec Cube. Du coup, il y a pas mal d'issues où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit. Tu peux réduire l'écart de désyncro au niveau du contrôleur pour forcer la LB à être plus au courant, plus à jour. Ok. Je suis tombé sur une issue, ils avaient trouvé ça le mieux. C'était surtout sur les NLB. Ils auraient trouvé qu'il y avait un écart et qu'ils avaient réduit en réduisant la désynchro. Ok. Ok, bah parce que nous, ça suffit en tout cas largement. On n'a plus du tout eu le problème, quoi. Une fois qu'on a mis ça en place,
Du coup, il a attendu, quoi, donc on perdait un peu de temps techniquement, parce que c'était un pod qui était up auquel on aurait pu envoyer du trafic. Mais bon, on a attendu, on a laissé le check, l'initial L-checking de base. On s'est pas embêté avec ça, et voilà. C'est juste que ça a ralenti de quelques secondes avant qu'on envoie au pod les requêtes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour des schedulers, vous avez regardé du côté de pod topologie spread constraint? Non, ce qu'on a fait, c'est que du coup, le topology key faisait tout à fait le travail. Donc du coup, en fait, en l'installant, et ben, on s'est retrouvé à juste faire un pod anti-affinity et ça a marché tout de suite. Et il tourne lui non-stop. Donc du coup, on se retrouve à avoir, dès qu'on joue, même nous, on dilette un pod. On voit qu'il tourne, on supprime un node, on voit qu'il fait son taf. Donc en fait, on n'a même pas eu le temps de latence, quoi. Il est vraiment constamment, il est en direct, quoi. Il n'y a même pas de cron de temps, voilà, il cronne pas toutes les 2 minutes, comme l'image updater, ce genre de choses. On n'a pas pris le scheduler en fait. Vous avez utilisé quoi? Le pod topologie spread constraint. Et ça suffit En hein. gros, tu lui dis, tu peux pas ne pas, enfin, tu lui dis, tu peux pas avoir tous tes pods sur le même nœud. Tu lui dis, j'accepte. Là, le pod qui aurait été enlevé du deuxième nœud, il serait pas schedulé sur l'autre nœud. Il sera en attente qu'il y ait une nouvelle ressource. Alors, c'est pas forcément mieux, mais ça répond nativement au niveau. Nativement, ouais, sans avoir. Ok. Alors, c'est sûr qu'avec 2 nœuds, ça se voit plus souvent l'impact, mais dès qu'on commence à avoir 3, 4, beaucoup plus Ouais. de nœuds, juste cette notion de cube qui est apparue en 1.22, je crois que c'est assez récent, mais ça a résolu pas mal de choses. Avant, C'est intéressant. Si l'affinité cube, finalement, c'était assez chiant. Et quand ils ont introduit cet outil, enfin, cet élément-là, ça a résolu pas mal de problèmes. C'est intéressant. Et aussi, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté, mais le descheduler, c'est un truc qui est fait par la communauté Cube. C'est pas un produit lambda sur le côté qui a été fait par je ne sais qui. Donc voilà, c'est quand même un produit qui est suivi, mis à jour, etc. Mais en effet, c'est intéressant. J'avais pas, ça peut être intéressant à creuser. Voilà. Réduction de coût, Carpenter à regarder. Ah, ce sera encore mieux? On gère, avant on est en train de le mettre en place pour les spots. On a trouvé que c'était la galère en fait de gérer les spots quand il n'y avait plus. On a perdu des fois, sur les 3 gabarits qu'on avait choisis, AWS n'avait plus du tout de gabarits. Ok. Et pour basculer entre le client voulait du garantie en hors prod quand il n'y avait plus de spot, c'était horrible à mettre en place, c'est beaucoup de travail. Et AWS a sorti Carpenter, on ne crée même plus de node pool. Ils voient les pods qui tournent, ils trouvent tout seuls les gabarits à mettre en place. Du coup, on ne s'occupe même plus de dire oui, je vais bien choisir le T3. Tu lui dis dans la liste, du T3, du C. C'est vrai qu'il a. Les gabarits, ils se débrouillent tout seuls. Il a dû bien améliorer parce qu'à l'époque, je l'avais testé, et, enfin c'était au tout début et il était un peu léger, mais aujourd'hui, il doit être nettement plus pertinent. Ouais. Azure a sorti une annonce, trop tôt ils ont enlevé l'article, mais on l'a vu passer pendant 8 heures, il est resté en ligne, on l'a vu passer, donc Azure potentiellement va aussi s'emparer de l'outil. Ok. Petite info. Pas mal, chouette. Il y avait d'autres questions, ouais. Pour le descheduler, est-ce que vous allez potentiellement par la suite, pour réduire les coûts, pareil, l'utiliser pour typiquement rebalancer certains pods sur des nœuds et pouvoir en supprimer qui se retrouveraient vite du coup dans l'idée pour faire un peu de place et compresser les instances qui seraient existantes? Avec Carpenter, il n'y a plus de soucis du coup. non mais ouais, ça fait partie des améliorations possibles. Aujourd'hui, nous, l'idée c'est qu'au début c'est un peu dur d'arriver à scaler une infra comme ça sans migrer dessus. Donc du coup, la première migration, là, le gain en fait, ça a été à la première migration. Donc là, depuis, nous, on n'a pas retravaillé les coûts. Dans un deuxième temps, on laisse l'infra un peu tourner. Et donc là, du coup, on a du log et du monitoring avec CloudWatch. On n'a pas grand-chose, mais on va pouvoir s'arranger. Et on va pouvoir un peu améliorer tout ça. Mais ouais, en effet, c'est sûr que en fait, c'est le grand enjeu, quoi. C'est-à-dire que si tu arrives à réduire au maximum la consommation de tes nœuds et tu mets des nœuds les plus faibles possibles, c'est l'enjeu en fait du FinOps, quoi. Donc il y a le node autoscaler de base qui libère les nœuds, qui les enlève de lui-même, même s'il y a des pods, s'il voit qu'il y a de la place, il va supprimer un nœud. Et virer les pods à droite à gauche. Même pas besoin de Carpenter, juste le node Ouais. autoscaler marche bien. Yes. Juste une question, le langage de l'application, c'était quoi? C'était du JS avec TypeScript.
Enfin, du Node, quoi, les JS. T'as mis combien de temps pour faire cette presta? Ah, oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. On avait comme but, comme deadline de faire la migration pendant le premier semestre. Et on a commencé en février, on a déployé fin mars. Et ton client, tu l'as Plus tôt. rencontré, combien de temps? Plus tôt, on a déployé plus tôt, début mars même. Ouais. On a mis un gros mois à bosser dessus. Et t'avais vu ton client quelques mois avant ou... Ouais, alors c'était un client avec lequel on avait déjà l'habitude de travailler. On ne connaissait pas de nulle part, on avait déjà un peu travaillé avec son infra. C'était aussi logique qu'ils nous appellent nous parce qu'on le connaissait, on avait déjà fait des interventions une fois ou deux parce qu'ils avaient eu des problèmes sur leur compte AWS. Et on leur avait dit plusieurs fois, on peut faire mieux, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Et puis au bout d'un moment, ils ont dit, allez hop, ça vaut peut-être le coup de payer. Et pour le coup, là, au vu du gain, en fait, ils vont très vite rembourser la prestation que nous on a faite, quoi. Du coup, le client, j'ai raté le début de la conf, mais le client avait déjà des Git ou un outil de CI déjà. Donc C'est ça. parti. En fait, ce que je disais, c'était que l'infrastructure, elle était cohérente d'un point de vue, on va dire, VPC, subnet, etc. Par contre, leur façon de déployer, elle était un peu catastrophique. C'était l'Ansible qui démarrait les instances EC2. Après, ils faisaient une AMI. Après, ils mettaient à jour un launch template. Ça mettait à jour l'ASG. Et donc, du coup, il y avait une image Docker par machine, instance EC2, dans des ASG. Donc, c'était un truc, une usine à gaz, quoi. Mais c'était une façon de faire qui marchait, quoi. Du coup, c'est pas grave, sauf que ça leur coûtait 3000 balles par mois d'AWS, quoi. Et que juste en passant avec Cube, sans amélioration derrière, on a divisé par deux la consommation des différents services, quoi. Donc voilà. Et donc ouais, ils sont passés de 40 minutes, ce que je disais tout à l'heure, à 5 minutes de déploiement, ce qui était en temps de dev assez intéressant pour une équipe de 7 personnes. Voilà. Plus de questions? J'ai une question par rapport à l'optimisation des coûts. Ouais. Du coup, enfin, de ce que j'ai vu, il y avait de la dev, du staging, de la prod, etc. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que sur, par exemple, la dev et le staging, est-ce que vous avez pu proposer, par exemple, la nuit de scaler à zéro, par exemple? Des choses comme ça automatiquement pour économiser là-dessus? Tout à fait, ça fait partie de nos idées d'amélioration. Et ça fait partie d'une liste potentielle pour le client pour améliorer. C'est pour ça que quand je dis que nous, on peut grappiller à peu près 500 €, ça fait partie en effet de ça, d'éteindre les machines la nuit et le week-end, etc. Ultra simple sur AWS en plus. Et sur les autres groupes. Oui, il y a bah le oui, runtime, enfin, il y a le truc natif. tout à fait. Ouais. Ça, c'était le premier jet. Après, nous, on n'héberge pas le projet, dans le sens où ça reste quand même le client est maître. Donc du coup, si nous, on lui fait des propositions, il peut ne pas l'accepter, comme l'observabilité, on lui a fait une proposition, il ne l'a pas accepté, c'est un choix. Et donc voilà, en fonction du budget, on intervient et on lui propose des choses. Voilà, donc ça, c'est un projet qu'on continue de suivre et qu'on va continuer de suivre au fur et à mesure du temps pour l'améliorer petit à petit, quoi. En production, les clients, jamais ils veulent qu'on arrête le soir. Non, non, mais moi je bosse aussi. Là, moi je bosse sur un gros groupe pour lui qui s'appelle ADO, qui a la mise en œuvre notamment de Merlin, Bricoman, tout ça. Donc il y a à peu près, je sais pas, 15 000 devs. Donc c'est des gros clusters et genre ça coûte. Déjà, juste on est chez Google, juste en GCP, c'est 15 millions d'euros par an. Donc toutes les petites économies. 1,2 million par toit. On fait gaffe, on a automatisé plein de choses, etc. Parce qu'en fait, on a économisé c'est des millions en fait au total d'économiser, surtout sur les choix stratégiques de partir en full SaaS partout. Ils sont sur GitHub, ils sont sur en GitHub en SaaS, etc. Pour dire on se concentre, pour dire se reconcentrer sur le métier. Et voilà, c'est un choix, mais du coup ça coûte vite cher. Donc il y a plein d'optimisations comme ça à faire partout. Et ça faisait partie de petits trucs simples mais efficaces. Bah après, il y a du downscale en prod qui est totalement possible. Enfin, si tu sais que de telle heure à telle heure, tu as très peu d'utilisateurs, si à 2 h du matin, tu n'en as pas, tu peux réduire et mettre le minimum de nœuds possible, quoi. Ouais. Et ça fait partie aussi du FinOps et d'amélioration continue. Il y a même des outils maintenant qui se basent sur l'IA, tu vois, pour essayer de t'envoyer plein de logs dedans, plein de métriques dedans. Et puis il te dit, en fait, on va scaler comme ça, on va essayer d'optimiser comme ça, on va réduire ici, on va utiliser telle instance. Et voilà, on peut se baser dessus. Tu es hyper mutualisé ou pas sur ton
Ouais, Voilà. ouais, c'est des clusters là-dessus, il y en a plusieurs. Et bon, en tout cas, merci pour votre temps et merci pour votre écoute. Merci.